Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Madame Marie-Pierre, une orthopédagogue qui est venue nous parler de sa pratique au privé. Donc, c'est quoi l'orthopédagogie? Pourquoi aller au privé en orthopédagogie? À quoi ça sert? Comment elle peut aider les enfants, les élèves? Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Marie-Pierre, bonjour! Bonjour! Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'orthopédagogie, mais sous un angle dont on n'a jamais parlé sur le podcast, là, sur Grandir ensemble. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter. Oui, d'accord, merci. Bien, merci de me recevoir, premièrement. Je suis vraiment contente d'être là. Puis de vivre ma première expérience de podcast aussi. Oui, c'est le fun. C'est le fun. Tu vas voir, on y prend goût. Oui, j'imagine. Donc, c'est ça. Moi, je suis orthopédagogue clinicienne, donc en pratique privée. Je suis cofondatrice et copropriétaire du service pédagogique numérique J'apprends en ligne depuis maintenant 3 ans. Puis, je suis aussi conférencière. Là, on vient de commencer à faire des conférences. OK. Donc, pour les parents, dans les écoles? Pour les parents. Pour les parents, exactement. Okay. Destiné comme aux écoles, en fait, mais c'est vraiment pour les parents. OK, génial. Oui. Lançons-nous. L'orthopédagogie. Oui. Puis là, je ne ferai pas semblant. Je suis orthopédagogue aussi, oui. Mais dans le milieu scolaire. Mais aujourd'hui, je porte mon chapeau de maman pour te poser mes questions. Comme je t'ai dit tantôt avant qu'on commence l'enregistrement, là, je suis vraiment ici comme maman. Maman d'enfant qui profite du service d'orthopédagogie, qui a déjà profité au privé, au public et tout, mais il y a tellement de questionnements, puis on ne sait pas trop, comme parents, comment avoir accès, est-ce que c'est nécessaire, qu'est-ce qu'ils font les orthopédagogues. On entend parler des orthophonistes, on sait c'est quoi, c'est le langage, tout ça, mais orthopédagogue, c'est un peu plus flou. On pourrait peut-être commencer par là, c'est quoi l'orthopédagogie? Oui. Puis après ça, on parlera des différences entre le public dans le système scolaire puis le privé. Exactement, oui. Effectivement, je pense que c'est encore un peu méconnu, l'orthopédagogie. Ça le devient de plus en plus, mais oui, effectivement, je suis d'accord. Donc, en gros, l'orthopédagogie, c'est vraiment de faire de la rééducation. Donc, en fait, ce qu'on veut dire par rééducation, c'est vraiment comme de retourner en arrière dans les apprentissages de l'enfant, puis d'aller voir où est-ce qu'il y a eu des bris de compréhension. Donc, par exemple, un élève de 3e année qui a des difficultés en compréhension de lecture, puis là, je vais vraiment faire un exemple simpliste, là, qui a des difficultés en lecture, puis finalement, on se rend compte que, en fait, c'est des sons qui n'ont pas été acquis de la première, de la 2e année. Donc, on va vraiment venir chercher, en fait, où il y a eu ces bris de compréhension-là, d'acquisition-là. Puis, on va venir rééduquer ça pour permettre, en fait, une meilleure progression ensuite dans les apprentissages. Fait que c'est vraiment comme un petit rôle de détective, au fond, d'aller vraiment chercher là, d'où partent les difficultés, en fait. C'est vraiment ça. Puis ensuite, pour que l'élève puisse mieux progresser, là, rattraper, en fait, le retard. Fait que dans le fond, c'est de déconstruire un peu ce qu'il est capable de faire pour voir ce qu'il n'est pas capable de faire, finalement. Exactement, c'est ça. C'est vraiment venir solidifier les bases. Comme si on a une tour, là, que les bases ne sont pas solides, bien, c'est sûr que ça va être difficile de la garder vraiment droite. Donc, c'est vraiment ça. Puis là, tu as parlé, par exemple, en lecture, mais les orthopédagogues travaillent aussi en mathématiques, en écriture, beaucoup aussi. Donc, toutes les matières peuvent être touchées par l'orthopédagogie. Là. Exactement. On peut venir toucher aussi les stratégies pour les fonctions exécutives, là, les fonctions exécutives qui servent dans vraiment toutes les matières, dans la vie quotidienne. C'est quoi une fonction exécutive? Parce que nous, dans le milieu scolaire, on en entend beaucoup parler. Puis c'est récent quand même qu'on en parle. Mais pour les parents là, qui connaissent vraiment pas ça, c'est quoi une fonction exécutive? Oui, bien en fait, c'est vraiment comme des stratégies qu'on utilise dans tous les jours. Donc, on entend souvent là, la planification, l'organisation. Mémoire de travail. Oui, exactement. Ça peut être aussi l'inhibition, donc de contrôler ses émotions, en fait, et tout ça. Donc, c'est vraiment des choses qu'on utilise dans le quotidien, mais qui influencent aussi naturellement les apprentissages également. Là. Oui, absolument. Puis des fois, il peut y avoir des petites lacunes dans, dans les fonctions exécutives. Il y en a certaines qui sont plus difficiles. Puis ça aussi, ça peut être travaillé. Il y a des stratégies qui peuvent être données pour pallier à ces difficultés-là. Exactement. Si on peut donner un aide-mémoire de stratégie de planification, par exemple, en résolution de problèmes. Là. Donc, comment est-ce que je peux arriver à planifier mes étapes, à avoir une démarche qui est bien organisée aussi pour que mon enseignante comprenne bien par où je suis passée dans ma tête, en fait. Oui, les fameuses démarches. Hein? Puis ça, je sais, là, comme parent, des fois, on reçoit des évaluations de nos enfants, puis c'est écrit
je ne vois pas les traces de ta démarche. Il manque ta démarche. Ici, je ne vois pas ton calcul. Fais des traces. Les fameuses traces. Là, c'est de ça dont on parle. Oui, exactement. Ça, c'est beaucoup en mathématiques. Oui, absolument. C'est ça. Puis, moi, je suis parent. Mon enfant a accès à une orthopédagogue dans le système public. Bon, on sait que dans le système public, il y a un manque de ressources immense pour le vivre. Des fois, il n'y a même pas de remplaçant quand l'orthopédagogue est malade. Donc, les enfants sont en bris de service à ce moment-là. Des fois, notre enfant, il est comme juste sur la limite. Il y a des bons résultats. Il y a, mettons, des 70. Donc, dans le milieu scolaire, il n'est pas considéré en échec ou en grande difficulté. Donc, il y a des élèves qui passent avant lui pour le service. Fait que comme parent, là, quand on devrait se dire, oups, peut-être que mon enfant, il a besoin d'un petit coup de pouce de plus, l'école ne peut pas lui offrir parce que, il n'est pas ciblé. Mais, que je pense que ça... Quand est-ce qu'on devrait avoir cette petite cloche-là? Oui, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est vraiment questionner l'enseignante. Je veux dire, l'enseignante, elle est là tous les jours, elle voit cet élève-là. Donc, on commence par demander, est-ce que vous pensez que ça serait utile? Moi, ça serait la première étape que je conseillerais. Mais sinon, c'est ça. En orthopédagogie privée, on peut avoir différents profils, si on veut, d'apprenants là, qui pourraient bénéficier de ce service-là. Donc, on a vraiment un profil qui est plus dans la prévention, en fait. Donc, justement, un élève qui est fragile, qui n'est pas du tout en échec, mais qu'on sent qu'il y a des petites difficultés, ça pourrait être vraiment bénéfique, en fait. Puis on peut appeler, puis on peut poser les questions tout simplement, là, puis voir avec l'orthopédagogue privé, est-ce que... Directement, oui, c'est ça. On peut faire ça aussi, là, après avoir parlé à l'enseignante, bien sûr, là, ou même l'orthopédagogue de l'école s'il y a déjà eu du service. Donc... c'est ça, ça peut vraiment être ça. Parfois, on a des élèves qui vont avoir besoin d'un suivi à courte durée. Donc, c'est vraiment juste quelques petites choses à travailler. Puis après ça, ça va bien aller, puis il va bien progresser à l'école. Naturellement, on n'en voit pas tant que ça, là. Généralement, ceux qu'on voit le plus, c'est vraiment les élèves qui ont des plus grandes difficultés d'apprentissage, soit qui sont déjà suivis à l'école, donc on fait les deux en même temps, le suivi en sous-groupe, je veux dire. Dans ce temps-là, il y a une collaboration, j'imagine. Absolument. Vous discutez avec le milieu scolaire, on discute avec les parents, puis tout ça, il y a vraiment une collaboration. Oui, là. c'est ça. En fait, pour tous les profils d'apprenants, peu importe l'élève, là, on prône vraiment la collaboration. C'est la clé, vraiment, de la réussite. Autant la collaboration avec les parents qu'avec n'importe qui de toute l'équipe école, exactement. Là, c'est donc, ça. Donc, c'est pas parce que notre enfant a accès au suivi en ortho à l'école qu'il pourrait pas bénéficier d'un service au privé. Non, exactement. On peut avoir les deux en même temps parce que c'est sûr qu'à l'école, tu sais, c'est en sous-groupe, donc c'est quelques élèves ensemble, il faut qu'il y ait des besoins homogènes, en fait. Puis dans un sous-groupe, à l'école, on vient travailler, tu sais, une cible orthopédagogique en général, mais ça veut pas dire que l'élève en a pas d'autres à travailler. Donc, on peut vraiment venir aussi, soit qu'on fait un peu le même type d'intervention, donc avec la même cible, pour renforcer encore plus, ou qu'on va venir travailler les autres cibles, vu que c'est déjà fait à l'école. Donc, donc c'est vraiment un travail complémentaire. Oui, exactement. OK. Puis, comme parent, là, ça ressemble à quoi une séance d'ortho avec un enfant? À quoi on peut s'attendre là, de plus en plus depuis la pandémie? Bien, c'est sûr que le service en télépratique doit être mis de l'avant. Mais à quoi ça ressemble une séance d'ortho? Parce que... Bon, c'est flou, là. Est-ce qu'on fait des devoirs? Est-ce qu'on fait comme à l'école? Comment que ça fonctionne? C'est ça. En fait, non. Au fond, c'est ça. Nous, on est en télé... moi, je suis en télépratique, en fait, là. De plus en plus, je pense que c'est le cas, là. Surtout avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'en individuel, ça fonctionne super bien. En général, là, les services d'ortho privés, c'est vraiment en individuel. Ça fonctionne super bien avec les élèves. Ils sont rendus tellement bons avec les technologies. Puis, tu sais, surtout les élèves qui ont déjà les outils technologiques à l'école, d'utiliser encore plus l'ordi, c'est bénéfique, là. Oui. Puis toi, tu peux travailler aussi pour mettre en place des choses sur l'outil, le techno, exactement, c'est ça, exactement. Ou lui, il peut me partager son écran, donc je peux voir comment il utilise ces outils-là. Donc, il y a plein de possibilités. Là. J'ai dévié un peu, là, mais... Non, mais c'est correct. Je te l'avais dit quand on s'était parlé avant l'enregistrement, ça arrive dans le... Puis tout est toujours intéressant. Là. C'est pour ça qu'on dévie, c'est parce que c'est trop intéressant. Oui, c'est ça, exactement. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, ça peut être en télépratique, ça peut être aussi en personne. J'en vois des fois des orthos privés qui se déplacent ou que l'enfant se déplace. Mais c'est ça. À quoi ça ressemble? Oui, c'est ça. En fait, avant même de commencer, si je peux expliquer un petit peu la démarche. Donc, quand un parent nous téléphone et tout ça, naturellement, on fait comme la prise de contact, en fait, puis on va vraiment dresser comme un portrait global de l'enfant là, avec le parent. Après ça, on va demander aux parents de nous envoyer vraiment toutes les traces pertinentes qui vont vraiment nous aider à cibler là, les besoins de l'élève. Donc, ça peut être bulletin, ça peut être rapport d'évaluation s'il y en a déjà eu en neuropsychologie, en orthophonie, etc. Un texte que l'enfant
l'enfant a écrit, peut-être aussi. Exactement. Ou, tu sais, des examens de compréhension de lecture pour qu'on voit comment il répond aux questions, des choses comme ça. Donc, voilà, ça, c'est comme la deuxième étape. Après ça, si c'est pas suffisant, en fait, avec les traces, on va venir faire une évaluation orthopédagogique. Donc, ça, c'est vraiment dans le but de cibler les besoins de l'élève. Puis après ça, nous, de déterminer, en fait, les objectifs qu'on va travailler. Oui. Ça, l'évaluation, est-ce que ce sont des tests standardisés comme en orthophonie? Parce que les orthophonistes travaillent vraiment avec des tests très standardisés. Ou bien c'est des tests que chaque orthopédagogue se montre, fait son... Comment ça fonctionne? C'est un mélange des deux, je dirais. Donc, c'est ça. On peut utiliser des tests standardisés, là, comme je pense à la batterie analytique du langage écrit, là, la BEL. Donc, ça, c'en est un qu'on peut utiliser, mais on peut aussi utiliser autre chose. Ça dépend qu'est-ce qu'on vient vérifier. Donc, c'est un mélange. Un beau mélange, oui. C'est ça. Donc, il n'y a pas de test de dire, ah oui, mon enfant a passé ce test-là en ortho, voici les résultats, les conclusions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus complexe. Oui, exactement. On peut ensuite de ça rédiger un rapport, là, selon ce que le parent décide. Puis ce rapport-là, c'est vraiment en fait pour venir guider les interventions du parent. Puis, ça peut nous aider aussi là, à l'école, dans l'équipe école, en fait, à savoir, OK, cet élève-là, on devrait peut-être prioriser telle piste avec lui. Donc, c'est vraiment un peu plus pour cibler les besoins, cibler les objectifs ortho, cibler qu'est-ce que les parents vont venir pouvoir travailler, puis l'équipe école aussi. Puis après ça, on va venir rencontrer l'élève. Donc, ça varie vraiment, je dirais, la fréquence en fonction des besoins. C'est aussi avec ça là, qu'on va être capable de déterminer. Les élèves plus jeunes, c'est sûr que les rencontres sont après l'école. Oui, ils sont fatigués. C'est ça. Donc, c'est ça. Souvent, les élèves plus jeunes, on va prioriser, comme en début de semaine aussi. On va prioriser 2 fois 30 minutes par semaine, plutôt qu'1 heure. On va faire 1 heure avec les plus vieux. Ça va vraiment dépendre de leurs besoins aussi. Là. On peut avoir des élèves plus vieux que finalement, 1 heure, c'est beaucoup trop long. Fait qu'on s'adapte vraiment beaucoup. Je pense que ça, c'est comme... On a ça à cœur. C'est la base, là, ça. Pour que les enfants réussissent, c'est la base de s'adapter à leurs besoins réels, là, je pense. Mais, c'est ça. Donc, c'est ça. On va rencontrer l'élève là, par Zoom, en fait, là, en télépratique. Puis, c'est ça, on va travailler certaines choses. Donc, c'est vraiment beaucoup sous forme de jeu. Beaucoup plus. En tout cas, on essaye le plus possible pour que ça soit ludique, pour que ça soit agréable. C'est ça. Puis que l'enfant ne sente pas qu'il est comme en évaluation non plus. Nous, on n'évalue pas du tout. Il n'y a rien qui compte pour le bulletin. Non, c'est ça. C'est juste des apprentissages à aider, accompagner. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monte comme un aide-mémoire de stratégie. Qu'on partage aux parents, qu'on peut partager aussi à l'école, vraiment pour favoriser le transfert. Comme les parents, ce qu'on travaille en ortho, ils vont pouvoir le mettre en place aussi à la maison. Donc, ils vont pouvoir utiliser ces stratégies-là. Même chose pour l'école. Quand on a notre collaboration avec l'équipe école, l'enseignante, souvent, elle va dire, OK, là, sors ton aide-mémoire parce que tu vas en avoir besoin pour travailler telle chose. Fait que ça permet vraiment le transfert des apprentissages. Fait que c'est ça, on va faire des jeux, on va mettre les stratégies à l'intérieur, dépendant de l'élève, soit qu'on va mettre parfois, on va mettre des exemples même de l'utilisation de la stratégie dans l'aide-mémoire. Donc, c'est pas mal ça là, pour le déroulement. Ça varie pas mal beaucoup, là, mais... c'est vraiment selon les besoins. Oui. Selon les besoins. Absolument. Puis, on peut s'attendre à quoi comme coût, comme parent? Parce que souvent, est-ce que c'est couvert par certaines assurances, le service d'orthopédagogie? Parce que souvent, ça, c'est une question, naturellement, on n'a pas le choix de se la poser. Là. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'il y a certains régimes d'assurance qui couvrent ça? Oui, il y en a de plus en plus. Je commence à voir ça, là, des parents qui me disent que là, ça passe maintenant. Donc, il y en a de plus en plus. Bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Tout à fait. Sinon, tu es déductible d'impôt aussi. Ce qui est quand même intéressant. Puis, selon la DOC, là, qui est l'Association des orthopédagogues du Québec, si je ne me trompe pas, c'est entre 70 et 110 $ de l'heure. OK, parfait. Dépendamment de l'ortho qu'on voit. Oui, exactement. Dépendant de l'expérience et tout ça. Donc, quelqu'un qui demande 150 $ de l'heure, on peut dire, oh non, ça va. Cher. On peut aller voir ailleurs. On peut magasiner. Les environs, c'est ça, exactement. Puis, j'imagine que comme pour n'importe quel professionnel aussi, c'est important de magasiner son ortho dans le sens que c'est pas tout le monde qui convient à tout le monde. Exactement. Donc, oui, tout à fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de te faire dire, finalement, ça fera pas? Honnêtement, non. OK. Bon, bonne nouvelle. Ça m'est pas arrivé jusqu'à présent, en tout cas. La seule chose, c'était, des parents
au début, il était un petit peu réticent par en ligne, tu sais, le fait que ça soit en ligne. Fait que finalement, il y a des parents qui ont dit, on préfère que ça soit à la maison, en personne, exactement. Mais honnêtement, en général, les parents sont vraiment satisfaits que ce soit en ligne parce qu'il y a moins de déplacements. Tellement. L'enfant est dans ses choses, dans ses... Moi, je le vis à la maison en orthophonie, qui a basculé en ligne à cause de la pandémie, puis on est resté en ligne, là. C'est le bonheur. Surtout quand c'est après l'école, on n'est pas à la course. L'enfant peut prendre sa collation, peut s'installer dans ses choses. Exactement. Puis une fois que c'est fini, l'écran est fermé, puis il peut retourner à ses activités, à ses jeux, là. C'est ça, exactement. Tu sais, même les élèves qui ont le rhume une journée puis qui filent pas top, là, ben ils peuvent être en pyjama, tu sais, tant qu'ils sont concentrés, je veux dire, ça dérange pas, là. Fait qu'avec une petite doudou, tu sais, ça peut être ça aussi, là. C'est ça. C'est un gros avantage en ligne, là. Oui, moi, je trouve vraiment, vraiment beaucoup. Puis en même temps, nous, en tant qu'orthopédagogue, ben si on avait à se déplacer, c'est sûr qu'on pourrait avoir moins d'élèves en une soirée, par exemple. Charger plus cher aussi. Oui, tu sais, si tu te déplaces à la maison, tu charges plus cher versus si tu es dans ton bureau, tu travailles avec l'élève, tu n'as pas de déplacement, tu n'as pas de... Fait que c'est sûr que pour vous aussi, ben, ça fait un petit peu baisser le coût. Vous n'êtes pas obligé d'augmenter vos tarifs pour l'instant à cause de ça. Là, exactement. Puis tu sais, même nous, on est dans notre bureau à nous, tu sais, on est dans notre confort. Donc, c'est fun aussi ça parce que parfois, dans la maison, il n'y a pas nécessairement d'espace dédié à ça. C'est la table de cuisine. Oui, c'est ça. Avec les enfants qui courent autour, là, c'est pas optimal. Là. Non, c'est ça. OK, parfait. Puis là, dans le fond... Attends, j'avais une question qui m'était... J'ai échappé ma question. Bon, qu'est-ce que tu dirais aux parents là, en ce moment là, qui disent « Ah, moi, tu sais, je pense que ça serait bénéfique, tout ça. » Et qu'est-ce que tu leur dirais? Quel message tu passerais aux parents pour aider le plus possible d'enfants? Finalement, c'est ça ton but, là? Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, je dirais, allez-y. Je veux dire, ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, même si on a des petits doutes, même si l'élève, il n'y a pas des grandes difficultés, pourquoi pas? T'sais, allons-y, allons l'aider. Puis, ce que je trouve aussi qu'on a comme rôle beaucoup en orthopédagogie, c'est vraiment comme un rôle indirect, si on veut, mais je pense qu'on a une grosse influence sur la motivation, sur le sentiment de compétence, puis sur l'estime de soi des élèves. Tu sais, veux pas, les élèves en difficulté, là, c'est plus rare, voire même très rare qu'ils vivent des réussites à l'école. Oui. Fait que parce que nous, on peut s'adapter. En fait, on n'est pas... Oui, on tient compte du programme de formation de l'École québécoise, la progression des apprentissages, mais on n'est pas tenu de suivre le programme chaque année. Non, c'est ça. Puis un enfant qui est en 6, mais qui a des acquis de 3 qui ne sont pas là, bien, on peut retourner en 3. Exactement, c'est ça. On peut vraiment s'adapter. On est vraiment dans la zone proximale de développement des enfants, donc ça fait en sorte que l'élève vit plus des réussites. Puis en tant que pédagogue, là, ce qu'on veut voir, c'est les étoiles dans les yeux. C'est les « Ah, maintenant, j'ai compris. » Ah oui, quand la petite étoile s'allume, quand les yeux deviennent... C'est gratifiant. C'est incroyable. Oui, c'est une belle paye, ça. Oui, c'est la plus belle paye qu'on peut avoir. Là. Ouais, fait que, c'est ça. Je pense que juste de faire ça, ça gonfle comme la confiance en soi. Ça va vraiment juste aider l'enfant à être plus attentif en classe puis à comprendre plus ce qui se passe en classe, en fait, puis bénéficier le plus possible de ces apprentissages-là. Oui, c'est intéressant que tu parles de ça, tu sais, le sentiment de compétence, parce que souvent, le système scolaire est fait pour beaucoup, beaucoup évaluer les apprentissages. Mais des fois, les apprentissages sont... Le sentiment de compétence n'est pas là. Donc là, les apprentissages, ça glisse. Puis là, il y a une perte de contrôle, ça descend. Puis l'enfant, bien, moins il se sent compétent, moins il est compétent. Là, puis c'est une roue qui tourne. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu abordes le fait que oui, il y a les apprentissages, mais il y a cet aspect-là qui est super important aussi. Là. Absolument. C'est vraiment comme la base, en fait. T'sais, tantôt, on parlait de base des apprentissages, mais avant ça même, il faut que l'enfant soit motivé, il faut qu'il aime ça apprendre, il faut qu'il se sente compétent, justement. C'est vraiment dans les besoins primaires de l'enfant pour qu'il soit capable d'apprendre. Fait qu'on est vraiment dans les bases, pas juste des apprentissages, mais de de tout ce qui permet, en fait, d'apprendre. D'apprendre, c'est ça, d'être apte à apprendre des nouvelles choses. Exactement. J'ai une situation, un parent, là, que son enfant, c'est au niveau du comportement, là, que ça va pas du tout. À l'école, là, il est toujours mis en dehors de la classe, il est pas capable. Bon, puis là, ben, le TES est toujours avec cet enfant-là, tout ça. Mais l'enfant a aussi des problèmes au niveau des apprentissages. Qu'est-ce que tu dirais à ces parents-là? Est-ce que ça vaut la peine de venir te voir, même si l'enfant, tu te dis, il sera pas capable, il va niaiser,
Es-tu capable de dire, de confirmer aux parents que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Effectivement, j'en ai des élèves que ça se passe pas bien à l'école. Là. J'en ai un en tête tout de suite qui me vient, là, que, écoutez, ça va pas à l'école, là, au niveau du comportement, mais en individuel, à travers des jeux, avec cet enfant-là, là, je fais vraiment des trucs hyper interactifs. Puis c'est ça qui est le fun aussi dans la ligne, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux dans lesquels les enfants doivent eux-mêmes cliquer. On peut partager le contrôle de notre écran. Donc, avec cet enfant-là, je fais ça. Pas plus de 7-8 minutes de jeu par jeu, en fait, là. Puis ça passe super bien. Puis j'ai pas de problème de comportement. J'ai pas... Fait que oui, ça vaut quand même la peine. C'est quand même important. C'est sûr qu'il faut quand même adresser les difficultés comportementales. Il faut quand même mettre des choses en place. Puis notamment, entre autres, ça me fait penser que ce que j'aime aussi, un des avantages de l'ortho privé, puis qu'on n'y pense pas nécessairement, c'est que c'est vraiment un environnement contrôlé. On est en individuel. Souvent, on demande aux parents de mettre des écouteurs et tout ça, que l'élève soit dans une pièce séparée pour que ça soit le plus optimal possible. Puis ça fait en sorte que l'élève est capable de démontrer davantage son plein potentiel. Oui, il est concentré, il est à la tâche, il n'a pas le choix d'être là. Exactement. Puis c'est là, souvent, où on vient voir, particulièrement avec les élèves qui ont des difficultés comportementales, on vient voir qu'au fond, il y a les connaissances. Il est capable. C'est ça, il est capable, mais là, c'est à l'école, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer son comportement pour qu'il soit capable de démontrer ses compétences-là. Oui. Ça, c'est un gros avantage. Puis justement, quand on fait des rencontres, c'est ça qui est intéressant d'avoir la coopération aussi là, avec le milieu scolaire, c'est qu'on se dit, bien, en ortho, là, ça, là, il maîtrisait. Il est capable. C'est ça. Fait qu'est-ce qu'on peut être capable de mettre des choses en place, l'évaluer de façon différente pour qu'on ait comme des résultats similaires un peu, oui, qu'il soit capable de nous le démontrer aussi en classe. C'est ça, exactement. Fait que ça amène vraiment un regard comme externe, mais qui est super bénéfique pour que l'élève puisse démontrer mieux là, ce qu'il est capable en classe. C'est intéressant, ça, de voir que... Puis effectivement, en individuel, l'enfant est souvent pas le même. Hein? Il est souvent capable d'être plus posé, plus calme, tu sais. Ça m'amène à penser justement à la collaboration avec l'école. Est-ce que les orthos privés peuvent assister, par exemple, au plan d'intervention? Puis là, on peut faire une petite définition de ce qu'est un plan d'intervention, là, parce que des fois, les parents, ils savent pas trop, sont invités à ça, mais ils savent pas trop à quoi s'attendre. Mais, premièrement, c'est quoi un plan d'intervention? Oui. Allons-y. Puis après ça, est-ce que toi, tu peux intervenir dans le plan d'intervention? Est-ce que tu peux être à la rencontre? Est-ce que, Exactement. Donc, un plan d'intervention, au fond, c'est vraiment quand il y a un élève qui présente des difficultés, qu'on a mis en place plein de choses pour lui, donc dans les mesures de flexibilité, c'est-à-dire ce qu'on peut offrir à n'importe quel élève, là, donc par exemple de travailler debout. Mettre les coquilles, des fois, il y a des élèves. Exactement. Tu sais, ce genre pas d'adaptation, pardon. C'est de l'adaptation en classe, là, c'est ça, de la flexibilité en classe. Oui, c'est ça, exactement. Donc, un élève qu'on a mis ça, qu'on a fait plein de choses, en fait, puis que ça fonctionne toujours pas, qu'il y a encore des difficultés qui persistent malgré ça, là, ça va être là qu'on va mettre un plan d'intervention. On va vraiment cibler, quelles sont les capacités de l'enfant, quels sont ses défis, qu'est-ce qu'on peut mettre comme objectif pour vraiment venir travailler ce qui est problématique, puis on va vraiment venir... impliquer en fait tout le monde qui peut aider au développement de ces objectifs-là. Donc, c'est vraiment un travail de concertation, puis ça fait en sorte que tout le monde connaît bien les besoins de l'élève, puis est capable de travailler de façon coopérative. En fait, tout le monde travaille sur la même chose, autant à la maison, les parents, que tous les intervenants en milieu scolaire. Là. Donc, c'est vraiment cette démarche-là là, pour arriver à aider encore mieux l'élève. Puis toi, tu peux assister à toutes ces démarches-là, dans le fond. Absolument, c'est ça. Tu sais, c'est ça, c'est à la discrétion du parent. S'il veut pas, c'est bien correct. Puis j'imagine que tu te fais payer pour te déplacer aussi. Oui, c'est ça, absolument. Fait que c'est un coût de plus pour les parents, là, mais sûr. Ça vaut la peine. Oui, absolument. Bien, c'est ça, parce que c'est à ce moment-là, au fond, où tout le monde va échanger ses observations, puis le fait que tout le monde les échange, en fait, bien, c'est là qu'on va trouver les meilleures solutions, les solutions qui sont les plus optimales. Oui, puis c'est là aussi où on peut parler des forces de l'élève aussi, ce qui est souvent oublié avec les élèves en difficulté au quotidien. Oui. C'est souvent les difficultés qui sont mises de l'avant, dans le sens qu'on va voir l'ortho, on fait on a des choses mises en place, mais les réussites,
voyons, les facilités de l'élève, ce qu'il est capable de bien faire, souvent, ben on le nomme pas assez souvent. Donc là, dans le plan d'intervention, ça aussi, c'est mis de l'avant. Là, ses forces. Ses forces sont mises de l'avant. Exactement. Puis ça me fait penser qu'en ce moment, je suis un cours à l'Université Laval. C'est un cours qui est gratuit pour les pédagogues. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est sur le plan d'intervention autodéterminé. Fait que on invite l'élève même à être là dans ces rencontres-là, parce qu'à la base, bon, ça devrait être ça. Là. Au secondaire, c'est un peu plus ça. Au primaire, c'est rare que les élèves sont là. C'est ça. Mais tu sais, vraiment pour que lui, il soit capable aussi de voir ses forces, en fait, ses capacités, puis en tout cas, qu'il soit impliqué aussi dans la résolution de problèmes. Là. Oui, c'est ça. Parce que ça doit faire partie aussi beaucoup de la réussite de l'élève que lui s'implique. Absolument. Que l'élève comprenne pourquoi il est là, pourquoi on fait ces choses-là. C'est ça. J'imagine que ça, tu le vois quand tu travailles avec un élève. Une fois qu'il a compris pourquoi, souvent, la matière en rentre plus. Hein? C'est vraiment ça. Puis je pense que c'est ça aussi qu'on travaille beaucoup en orthopédagogie, c'est la compréhension. Tu sais, par exemple, là, j'ai un exemple banal, là, mais les classes de mots. Donc, le déterminant, le nom, etc. Tu sais, souvent, on va travailler les manipulations syntaxiques, donc les trucs qui nous aident à les trouver dans une phrase. Mais à la base, il faut savoir c'est quoi un nom. C'est quoi un déterminant? Ça sert à quoi? On travaille beaucoup dans la compréhension aussi des notions. Oui. Puis ça, moi, je vais toujours me rappeler, quand je suis arrivée au secondaire, il y a des choses que j'ai compris, puis j'ai fait « Ah, c'était pour ça! » Mais ça aurait été bien plus facile que je le sache dès le départ. Tu sais, j'aurais compris beaucoup plus vite en disant « Ah ben oui, mais c'est très concret tout d'un coup, là. Je comprends à quoi ça sert, là. » Ça me fait penser au participe passé, aux fameuses règles de participe passé qu'on commence en 5e année jusqu'au cégep. Jusqu'à l'université. C'est ça. Mais là, on a peut-être Antidote qui nous aide un peu plus, mais tu sais, si on le comprend dès la 5e année, ben parfait. Après ça, on est en business, là, comme on dit. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Puis, toi, quand tu suis des élèves, tu sais, à quoi ça peut ressembler, mettons, un suivi? Est-ce que tu te mets des objectifs? Tu sais, tu nommes des objectifs très précis, puis tu te donnes un temps, j'imagine, pour atteindre ces objectifs-là. Comment tu fonctionnes? Oui, c'est ça. Honnêtement, moi, j'aime pas ça mettre de temps. OK. Parce que j'aime vraiment ça, suivre le rythme de l'enfant. Je veux dire, ça prendra le temps que ça prendra. Tu sais, naturellement, ce qu'on fait en orthopédagogie, c'est qu'on vient comme on fait généralement une évaluation au début là, pour cibler les objectifs, mais on va aussi évaluer en cours de route. C'est ça, en continu. C'est ça, exactement. On va venir évaluer, OK, est-ce que mon élève progresse? Puis est-ce que mes interventions, mes stratégies que j'ai enseignées, ça fonctionne? Puis là, ben, à ce moment-là, on peut se réajuster. Oui, c'est ça. Mais je ne mets pas de temps déterminé. J'aime mieux suivre la progression des élèves, puis c'est ça, suivre leur rythme. À leur rythme, c'est ça. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est ça. Pour que ça soit bien fait. Parce que si on se dépêche, si on veut aller trop vite, ben on se tire dans le pied. Au fond, ça sert à rien. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est que ça soit solide. Ça prendra le temps que ça prendra pour être solide. C'est ça. Est-ce qu'il y a un âge trop jeune pour commencer l'ortho? Tu sais, par exemple, on voit des enfants début première, là, puis là, on dit, voyons, c'est dur, le décodage, il y a de la misère à faire les associations des lettres pour faire des syllabes. Tu sais, quand est-ce que... Parce qu'il y a un moment où c'est normal d'avoir cette difficulté-là, quand ils sont en première, tu sais, on se donne quand même un petit... Tu sais, jusqu'à Noël, là, il y a encore beaucoup de difficultés, là, même en maths, là, tu sais, les normes, les chiffres. Bon. Mais à quel moment, là, tu sais, c'est-tu trop tôt en première pour avoir accès à une ortho? Parce qu'à l'école, des fois, on les suit, les enfants de première. Ben, en fait, tout le temps, il y a toujours des enfants de première qui sont... Mais c'est plus la conscience phonologique, qui est la conscience des sons. Quand est-ce que toi, au privé, là, tu te dis, oui, là, moi, j'embarquerais dans le dossier là, à partir de quand, tu sais, mettons, je sais pas quoi. C'est ça ma question. Finalement, je m'en allais répondre, mais j'ai pas de réponse. Donc, au fond, moi, je dirais c'est pas mal mi-préscolaire, donc mi-maternelle. OK, dès la maternelle. Oui, on peut commencer dès là, justement, vraiment plus ce qui est conscience phonologique ou vraiment les bases des mathématiques, donc tout ce qui est visio-spatial, gauche, droite, en haut, en bas. On peut dénombrer des objets, là, compter. Aussi. Okay. Je veux dire, plus tôt on commence, si on a des soupçons, plus tôt on adresse ça, puis après ça, ben plus rapidement, on va éliminer les difficultés potentielles. Là. OK, c'est ça. Fait que dès le préscolaire. Oui, j'en ai même eu un que, tu sais, déjà à la garderie, là, les parents se questionnaient, les intervenants se questionnaient. J'ai commencé début maternelle, là. OK. Tu sais, ça se fait, là. Ça se fait. Puis il y a quelque chose à faire avec eux en orthopédagogie. Absolument. Puis est-ce que... j'ai perdu ma question encore. Voyons!
Mais mettons, c'est ça, parce qu'il y a des enfants qu'on le voit dès qu'ils sont tout petits que ouf, tu sais, ça va être difficile. On le voit, là, tu sais, le langage, c'est difficile. Les habiletés sociales. Tu sais, il y a des petits cocos qui l'ont pas facile dès tout petit. Oui. J'imagine que ces enfants-là peuvent entrer très rapidement dans le service, mais encore une fois, c'est de façon ludique. Hein? Oui, tout absolument, le temps, tout le temps. Absolument. Même, tu sais, même avec les élèves plus vieux, là, même 6e année, même secondaire, tu sais, moi, j'arrête pas mal, je dirais, secondaire 3, là, c'est comme... ben c'était ça ma question. Vous devez chacune avoir votre spécialité, les groupes d'âge. Là. Absolument. Parce que l'orthopédagogie, ça va jusqu'à au Ça peut cégep. aller jusqu'à l'âge adulte. C'est ça, hein, c'est ça. Même, j'ai accompagné récemment là, une adulte qui faisait un DEP puis qu'elle avait de la difficulté à comprendre ses erreurs de français. Ben, pourquoi pas? Je pense qu'elle avait comme 24 ans. Pourquoi pas? Tu reviens aux notions de français de base. C'est ça, exactement. Ça peut vraiment être du préscolaire à l'âge adulte. Là. Justement, ça peut être cégep ou même après, là, dépendant des difficultés. Je veux dire, si un apprenant aurait eu besoin d'orthopédagogie, puis, mettons, au secondaire, puis là, il est rendu au cégep, bien, ces difficultés-là sont encore présentes. Donc, on va les adresser à ce moment-là, en fait. Même. Puis, vous avez chacune, j'imagine, votre groupe d'âge un peu chouchou avec lequel, parce que j'imagine que, tu sais, de passer de préscolaire, comme tu viens de nommer, à cégep, il y a une grosse marge, là. Fait que, tu sais, comme personne, toi, j'imagine que tu peux pas couvrir tout ça en une semaine, là, dans le sens de passer d'un apprenant de 4 ans à un apprenant de 20 ans. C'est différent, là. Oui. Bien, honnêtement, je le fais un peu. J'aime quand même ça. T'aimes ça quand même être diversifié. Oui, c'est ça qui est le fun aussi. C'est très diversifié, mais je ne veux pas m'écarter, là. Mais c'est ça, au fond, on a aussi nos forces en termes d'intervention. Tu sais, moi, je suis vraiment beaucoup dans le développement de la langue française chez les petits. Ça, c'est vraiment ma force. Tout ce qui est conscience phonologique, tout ce qui est traitement alphabétique, tout ce qui est apprentissage des sons, écriture des sons, tout ça, c'est vraiment ma force. C'est là-dedans que je me suis comme spécialisée, au fond. Là. C'est ce que tu préfères faire, finalement. Oui, exactement. Mais oui, on a toutes nos tranches d'âge avec lesquelles on est plus à l'aise. Puis justement, on a toutes nos petites interventions qu'on préfère. Là. Fait que j'imagine que quelqu'un qui cogne à ta porte en disant « j'ai besoin d'aide, voici les besoins tu peux référer si toi, ça ne fait pas partie de ton groupe d'intervention, finalement. Absolument. Oui, c'est ça. Exactement. Puis il y a un répertoire, justement, sur l'Association des orthopédagogues du Québec. Parce qu'il n'y a pas d'ordre des orthopédagogues, mais il y a l'association AO... Association ADOQ, c'est ça, ADOQ. ADOQ, la DOC, qui est l'Association des orthopédagogues du Québec. Là-dessus, il y a le registre des orthos qui font partie de la DOC, finalement. Oui, exactement. En fait, on a le choix de se mettre dans le registre ou non aussi. Fait que c'est vraiment pas tous les orthopédagogues. C'est ça qu'il faut savoir. Il y en a qui font pas partie de l'association, il y en a qui font même pas partie du répertoire. Mais on est capable d'utiliser le répertoire pour trouver le service qu'on veut, en fait. Là. Donc, on peut faire une petite sélection, en fait, à travers le répertoire, puis après ça, appeler pour voir justement si ça concorderait. Aussi, parce que là, c'est ça qui arrive, là, rendu avez-vous, parce que là, on entend beaucoup, là, tu sais, manque de services, manque de personnel, tout ça. Êtes-vous là-dedans, en orthopédagogie au privé aussi? Oui, absolument. Là, en plus, mon associé est en congé de maternité, là, il vient d'avoir son bébé. Félicitations! C'est vraiment une bonne nouvelle, mais ça augmente la liste d'attente. Oui, exactement. Puis on peut parler d'une liste d'attente de combien de temps? On le sait tellement pas. C'est ça. Tu sais, on a des élèves que ça va être seulement quelques mois qu'on va suivre. Il y a des élèves que ça fait 3 ans que je suis. Puis que maintenant, ça va super bien, mais l'élève aime tellement ça, puis les parents aiment tellement ça que on continue juste pour s'assurer qu'il n'y a plus de retard qui s'accumule, tu sais. On ne peut pas donner d'estimation. C'est vraiment ça. Ça me fait penser, j'ai eu la discussion dernièrement avec quelqu'un, tu sais, quand est-ce qu'on arrête le suivi en orthopédagogie? Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que le moment où tu arrêtes, est-ce que l'enfant est rendu qu'il ait des bons résultats parce qu'il est accompagné? Donc, si tu arrêtes de l'accompagner, est-ce que les résultats vont baisser? Est-ce qu'il va réavoir des petits trous dans les apprentissages? Ou bien, non, cet enfant-là, tu sais, le moment est difficile aussi à saisir, de se dire, on retire l'aide, puis advienne que pourra, on va voir, parce que là, ça va bien.
Mais j'imagine que l'avantage avec le privé, c'est que tu peux toujours recogner à la porte pour dire « Oups, finalement, on n'aurait pas dû tout de suite arrêter. » Oui, ça arrive absolument. Puis c'est ça, il y a vraiment de tout. Il y a des élèves qui ont arrêté avec moi depuis 2 ans. Puis ça va très bien. Ça va super bien. Il y a besoin d'un petit poussé. C'est ça, exactement. Mais il y en a d'autres, justement, qui continuent, même si ça va bien, juste pour être sûr que la suite se passe bien aussi. Fait qu'il y a vraiment de tout. Puis j'imagine que ça joue sur l'estime, comme on disait tantôt. Ils savent qu'en allant chez l'ortho, ben là, ils sont capables. L'ortho est là pour leur donner un coup de main. Donc, ça booste leur estime d'eux-mêmes aussi. Exactement. Puis ça me fait penser aussi, c'est sûr qu'on détermine les objectifs, là, qu'on va travailler avec l'élève, mais moi, j'aime dire aussi qu'on est là s'il y a quelque chose. Par exemple, un élève là, super anxieux qui a un examen le lendemain, puis que là, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Bon, c'est pas la situation idéale, là. Idéalement, on se prend à l'avance un petit peu, là. Mais ça arrive quand même des situations comme ça. On l'a tous vécu dans notre parcours scolaire. C'est ça. Ça arrive tous les jours, là. Mais c'est ça. Donc, je vais mettre un petit peu de côté ces objectifs-là, puis je vais l'aider pour qu'il se sente le plus confiant possible pour son examen le lendemain. Puis ça a un gros impact, surtout chez les élèves anxieux, de savoir que j'ai quelqu'un si jamais il y a quelque chose. Fait que des fois, c'est vraiment au-delà du rôle de montrer des apprentissages, aller combler les trous. C'est vraiment un rôle de guide qui est là, sur lequel l'élève peut compter. Absolument. Et les parents aussi. Absolument. Puis, ça m'amène une autre question. Les fameux, parce que là, c'est ça, toi, tu interviens après l'école, la fin de semaine. Puis là, on sait qu'il y a des devoirs, des leçons, tout ça. Toi, est-ce que tu peux travailler à partir des devoirs et des leçons de l'enfant? Oui, absolument, c'est ça. Tu sais, ça me faisait penser aussi, par exemple, si on se prépare pour un examen le lendemain, bien, c'est sûr que je vais toujours y aller dans une visée de on solidifie les bases. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Donc, par exemple, si l'élève a besoin de travailler, je sais pas moi, les structures multiplicatives, donc les multiplications, bien là, je vais aller voir, OK, est-ce qu'il comprend bien l'algorithme, donc comment faire sa multiplication avant? Tu sais, je vais vraiment comme toujours aller chercher c'est quoi la base de ça? Je vais aller vérifier si ça, c'est compris. Puis après ça, bien, OK, on va construire à partir de ça. C'est ça. Mais oui, tu sais, on peut vraiment y aller aussi. Des élèves qui n'ont pas des grandes difficultés, qui ont juste des petites fragilités, ça peut être ça aussi. Là, on peut vraiment se faire les devoirs avec eux, là, faire les leçons, regarder les temps de verbe, par exemple. Ça, je sais que c'est très difficile pour plusieurs enfants. Mais travailler les temps de verbe, ben, tu sais, même si cette semaine, on ne travaille pas l'imparfait parce que c'est ça qui est au programme, nous autres, on se concentre sur le présent parce que ça, c'est encore difficile, ben, ça aide quand même. Oui, là, absolument. Ça m'amène à penser aussi, on peut autant travailler des stratégies efficaces pour l'étude à la maison, donc les leçons, les devoirs. Oui, l'organisation. Ben, oui, absolument. Tu sais, les fameux mots de vocabulaire qu'il faut apprendre chaque semaine, là, ben, il y a des stratégies efficaces pour faire ça. Tu sais, de réécrire les mots tous les soirs de la semaine, ou, tu sais, c'est pas nécessairement la stratégie la plus efficace. Donc, on peut aussi enseigner des stratégies plus efficaces pour faciliter les leçons, faciliter les devoirs. Mais de plus en plus, justement, ça me fait penser les mots de vocabulaire, de plus en plus sont présentés aux enfants avec ces stratégies-là. Par exemple, sont regroupés par lettres muettes en finale parce qu'au féminin, ça fait te ou de. Tu sais, sont de plus en plus le double S, tout ça. Fait qu'ils sont de plus en plus présentés comme ça. Oui. Mais toi, ce que tu me dis, c'est que tu travailles comme ça à la base. Oui, c'est ça pour toutes les matières. Oui, c'est ça. Puis ça peut même être dans la façon de les apprendre, ces mots-là. Peu importe la règle orthographique, justement. Par exemple, de vraiment essayer de mettre le mot dans sa tête. D'essayer de, bon, je regarde le mot, OK, je le cache. Là, j'essaie de le voir dans ma tête. Puis là, après ça, je vais venir l'écrire. C'est quelque chose qui est plus efficace de juste retranscrire tout le temps. Il y en a qui dessinent aussi le mot, qui font éléphant. Ils vont faire des oreilles d'éléphant ou des choses comme ça pour montrer que l'enfant a l'image dans sa tête. C'est ça, il y a beaucoup de stratégies que tu peux enseigner aux enfants là, qui ne sont pas nécessairement enseignées à l'école. Non, c'est ça, exactement. Moi, ce que j'aime beaucoup faire pour les mots d'orthographe, surtout avec les plus vieux, pendant la semaine ou entre nos séances, ils vont vraiment cibler quels mots sont difficiles. Puis là, après ça, ils vont me dire dans le mot, qu'est-ce qui est difficile? Puis là, on va essayer de trouver un truc. Fait que, par exemple, j'avais une élève la semaine passée, c'était le mot « haine ». Puis c'était le H qu'elle oubliait au début. Fait que là, on a parlé, OK, c'est quoi la haine? OK, c'est comme d'être vraiment fâché contre quelqu'un, d'en vouloir à quelqu'un. Puis on a décidé un petit bonhomme sur le H qui était assis sur le H, puis l'autre bonhomme de l'autre côté qui était assis sur le N, puis il se regardait, puis il était fâché. Puis ça lui fait penser à son H en début de mot. Fait que c'est vraiment comme des petites stratégies comme ça, puis c'est toujours justement, par le jeu, par le dessin, par, vraiment très ludique. Là. Tout le temps ludique. Oui, absolument.
Bien, Marie-Pierre, écoute, as-tu un mot de la fin pour nos parents là, qui nous écoutent, qui, bon, là, on a bien expliqué ce que c'était au privé, bon, tout ça, mais qui nous écoutent, puis là, qui se disent, hey, sais-tu, peut-être que finalement, ça serait bénéfique pour mon enfant d'aller consulter une ortho, là. Bien, allez-y. Appelez-nous. Appelez-les, les orthos, puis, tu sais, demandez-leur, parlez du profil de votre enfant, puis demandez aussi à l'enseignante, tu sais, qu'est-ce qu'elle en pense. Je pense que c'est des grands experts, là. Les parents sont experts de leur enfant, puis les enseignants sont experts de leur élève. C'est ça, de leur élève, absolument. De leur élève. Fait que, tu sais, en tant que parent, ben on s'en doute quand il y a quelque chose. Parlez-en à l'enseignante, prenez le pouls, appelez. Oui, écoutez ta petite voix. Oui, exactement. Puis je pense que ça peut juste être bénéfique, c'est ça. Il n'y a pas de désavantage, en fait, ça, c'est sûr. C'est ça, on ne peut pas nuire. Non, absolument. Absolument. Super. Oui. Hey, merci beaucoup, Marie-Pierre. Hey, merci.